Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Livrement Votre, le podcast qui vous parle entrepreneuriat et lecture. Aujourd'hui, je reçois Louise, plus connue sous le nom de Rêve ta vie en lecteur, et Louise est influenceuse littéraire. Dans ce podcast, nous allons revenir avec elle sur son parcours, comment elle en est arrivée à quitter son métier de psychomotricienne pour devenir influenceuse littéraire. Nous reviendrons également sur les divers sujets Bookstagram comme la pression de lire plus, comment se renouveler et puis de l'évolution Bookstagram qui est passée de passion à professionnalisation. Elle nous parle également de sa plus grande fierté, de comment sortir de sa zone de confort et puis surtout elle va nous donner ses conseils pour se lancer sur les réseaux sociaux. Un échange très intéressant que je vous invite à découvrir tout de suite. Bonjour Louise. Bonjour. Bienvenue dans le podcast Livrement Votre et un grand merci d'avoir accepté d'y participer. Je suis super contente de te recevoir parce que je te suis un petit peu sur les réseaux sociaux, sur YouTube, tout ça, parce que pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es influenceuse littéraire. Tu as une chaîne YouTube, un compte Instagram et je crois que tu es récemment aussi allée sur Twitch. Aussi. Ouais, vite fait, et TikTok vite fait, mais c'est vraiment pas mes plateformes de prédilection, on va dire. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme on dit. Mais du coup, avant qu'on parle un petit peu de tout ça, de ton secteur, de l'influence littéraire, parce que je pense que c'est un sujet qui peut intéresser pas mal de monde et puis qui m'intéresse un petit peu aussi. On va parler peut-être un petit peu déjà de ton parcours et puis je vais te laisser te présenter, nous dire un petit peu qui tu es et comment tu en es arrivée ici. Ok, du coup je m'appelle Louise, tu l'as dit dans l'intro mais bon je le redis, j'ai 28 ans et je suis donc influenceuse littéraire sur les réseaux sociaux. Donc je me suis lancée en 2016 vraiment juste par passion. J'avais complètement un métier à côté puisque de base j'ai été diplômée psychomotricienne, donc vraiment rien à voir avec le milieu du livre. Donc j'ai juste commencé à parler bouquins sur les réseaux, mais j'avais même pas du tout, Rêve ta vie en lecteur n'existait pas, oui parce que je l'ai pas dit, mais réseau c'est Rêve ta vie en lecteur, et à la base ça s'appelait pas du tout comme ça, j'ai juste partagé une photo d'un livre comme ça, parce que dans mon entourage les gens lisent pas trop. Et puis j'ai découvert toute cette sphère, je me suis dit il y avait pas mal de petits retours et tout, donc j'ai continué à poster des photos, j'ai eu un blog après qui s'est ouvert, donc Rêve ta vie en lecteur est né sur tous les réseaux sociaux. En 2017 j'ai ouvert la chaîne YouTube, donc j'avais vraiment Instagram, YouTube et le blog. J'ai arrêté le blog progressivement parce qu'après il y avait trop de plateformes. Ouais. Et finalement en 2021 c'est devenu mon métier à temps plein puisque j'ai quitté du coup mon métier de psychomotricienne pour devenir à temps plein influenceuse littéraire. Donc ça fait 1 an et demi maintenant que je vis de cette passion sur les réseaux sociaux dans le secteur de la littérature du coup. Ok, c'est top. Mais du coup, comment, parce que effectivement ça naît d'une passion qui est la lecture, à quel moment tu t'es dit tiens, je pourrais en faire un métier parce que c'est quand même tout nouveau. Déjà l'influence c'est tout nouveau dans la tête des gens, mais alors l'influence littéraire encore plus. Donc à quel moment tu t'es dit il y a peut-être moyen que je fasse quelque chose d'un peu plus professionnel? C'est vrai que c'est arrivé d'un coup. En fait, je connaissais des personnes qui en vivaient, mais sachant qu'on est très très peu. Pour moi, c'était un peu un truc inatteignable, c'est-à-dire que je me disais ça doit être le métier de rêve, mais sincèrement, je pensais absolument pas en vivre. Et pour moi, ça allait continuer comme ça. J'étais psychomotricienne dans mon travail et à côté, j'avais cette passion de la lecture donc que j'ai depuis toute petite. Mais c'est vrai que pour moi, c'était comme ça. J'étais youtubeuse à côté dans le milieu du livre et psychomote. Et c'est vraiment, en fait, je pense, le fait que la chaîne ait grandi progressivement et le fait que les maisons d'édition aient de plus en plus pris en compte il y a eu une grosse prise de conscience de la rémunération des influenceurs parce que pendant très longtemps ça a été on envoie des services de presse et limite on devait en parler sous un mois, ça a été ça pendant longtemps, il n'y avait pas de contrat, les booktubeurs, les bookstagrammeurs rémunérés c'était très très peu, donc forcément quand il n'y avait pas de rémunération je me disais pas YOLO je vais en faire mon métier quoi, c'était pas possible. Mais je pense que le fait que la chaîne ait grandi en plus du fait que de plus en plus les maisons d'édition aient pris conscience de ça, j'ai eu des propositions qui sont arrivées en même temps que ma chaîne qui a grandi. Et là d'un coup je me souviens de cette prise de conscience en 2021 où je me suis dit mais en fait j'ai un salaire quasi similaire à la psychomotricité, donc je me suis dit mais autant j'adorais mon métier mais autant vivre de sa passion c'est encore un step au-dessus. C'est incroyable. Et du coup par sécurité j'ai quand même quitté un mi-temps, j'étais sur 2 mi-temps, donc j'ai quitté un mi-temps en premier, donc j'étais encore mi-temps psychomote
et mi-temps youtubeuse. Donc ça, c'était en mai 2021. Et en octobre, j'ai dit ciao tout le monde. J'ai quitté mon deuxième mi-temps. Mais ça s'est vraiment fait, enfin vraiment la prise de conscience. Progressivement, ouais. Ouais, et à la fois, enfin progressivement sur les années, et à la fois d'un coup, en 2021. C'est-à-dire qu'on m'aurait demandé en janvier 2021, j'aurais dit bah non, jamais. Et on m'a demandé en mars, j'ai dit je me casse. Enfin vraiment, ça s'est fait. D'un coup, quoi. Ouais, en vrai, c'était assez... La progression a été lente sur les réseaux parce que voilà, il y a eu toute cette prise de conscience. Mais moi, de mon point de vue, de je vais en faire mon métier, ça a été d'un coup. Parce qu'il y a eu cette prise de conscience financière, forcément, c'est ce qui... Bah oui, c'est sûr. Donc, parce que là, aujourd'hui, alors sans parler de chiffres ou quoi que ce soit, parce que c'est pas ce qui va m'intéresser, quand nous, on est derrière notre écran, on se pose un petit peu la question, mais justement, comment ils arrivent un peu à vivre de ça, à part effectivement, on sait maintenant que YouTube, on peut être monétisé, etc. Il y a tout ce qui va être campagne sponsorisée par des maisons d'édition. Mais est-ce qu'il y a d'autres petites choses que tu fais à côté? Je sais pas, par exemple, faire des vidéos, mais pour d'autres réseaux que les tiens. Est-ce que tu fais de l'écriture? Est-ce qu'il y a d'autres petits aspects de ton métier que finalement on voit pas, qui sont en sous-marin et qui te permettent à toi de vivre? Je pense que tu as résumé les deux principales rentrées d'argent au début. Il y a la monétisation YouTube, mais alors sincèrement qui représente pas grand chose, parce que c'est quelques centimes par pub visionnée par les personnes, donc voilà, c'est... Voilà, c'est pas du tout ce qui permet de se lancer. Et la grosse rentrée d'argent, c'est clairement les collaborations. Donc rentrée d'argent qui est très aléatoire, puisqu'il va y avoir des mois où on va avoir 3, 4, 5 collaborations, puis le mois d'après on va en avoir beaucoup moins. Ou alors on peut avoir des grosses collaborations, par exemple une maison d'édition qui va vouloir mettre en avant un livre et qui va vouloir un reel, une vidéo YouTube, un post Instagram, des stories, donc là ça va être un gros package. Et puis à côté on va avoir une petite collab où la maison d'édition veut juste quelques écrans de story, donc ça reste très aléatoire les rentrées d'argent, mais c'est ce qui permet d'en vivre. Et de toute façon les influenceurs, alors je vais parler vraiment booktube, dans le métier littéraire, c'est ce qui nous permet d'en vivre, c'est la plus grosse rentrée d'argent, la plus grosse partie. Enfin YouTube, je le considère même pas dans mes rentrées d'argent, la monétisation des vidéos, parce que ça représente un tout petit pourcentage, mais qui est là quand même, c'est vraiment les collaborations. Après moi de mon côté, j'ai pas d'autres, je pense qu'après chacun, il y en a peut-être qui ont l'écriture qui se rajoute en plus, etc. quand il y a multi-casquettes, mais moi pour ma part c'est uniquement la création de contenu sur les réseaux. D'accord. Et du coup, c'est eux qui vont te contacter directement, ou est-ce que des fois, il y a toi, tu vois une petite sortie qui te plaît, tu te dis tiens, je vais aller contacter la maison d'édition, je vais leur proposer un petit truc. Comment ça se passe pour toi? Alors, majoritairement, je dirais qu'à 95%, c'est quand même les maisons d'édition qui me démarchent. Ce qui est hyper cool. Et ce qui est possible, je pense, parce qu'on est peu à faire ce métier, et du coup forcément ils reviennent souvent vers les mêmes personnes. En tous les cas, quand c'est dans leur ligne éditoriale, je sais que pour des romans de fantasy ou de la jeunesse ou des trucs comme ça, régulièrement j'ai des demandes sur ces sorties là, donc je reçois souvent des mails, il y a cette sortie, est-ce que ça pourrait t'intéresser éventuellement pour de la création de contenu. Après ça m'est déjà arrivé, alors vraiment très peu, je crois que depuis que je me suis lancée je l'ai fait 2 fois, donc en 1 an et demi, c'est pour montrer que ça... Je pense que 95% je peux augmenter le ratio. Mais ça m'est arrivé pour un livre qui me faisait vachement envie, que j'avais demandé à la base en service de presse. Donc je savais que j'allais le recevoir de la maison d'édition. Et j'ai profité pour dire, c'est vraiment une de mes lectures que j'ai trop envie de me caser prochainement. N'hésitez pas, en fait, si vous avez envie d'une création de contenu un peu plus spécifique, d'une mise en avant particulière, je serais ravie parce que voilà, c'est un livre qui me fait trop envie et que dans tous les cas, je vais lire. Donc s'ils avaient envie que je fasse une création de contenu un peu plus spécifique, voilà, mais ça m'est vraiment arrivé. Je pense que c'est quelque chose qui peut être fait si, admettons, à un moment donné, j'ai des mois un peu plus light, on va dire. Je pense que j'irai plus regarder les sorties et peut-être dire, voilà, si vous êtes intéressé, je suis là. Mais c'est vrai que quand ça marche très bien, j'ai pas le temps, en fait, d'aller démarcher, d'aller chercher ailleurs. Ce qui est très cool. Voilà, ce qui est plutôt positif. On va pas se plaindre. Ouais, non, c'est clair. Alors moi, il y a une question que je me pose, c'est... Du coup, quand tu fais ça, quand tu en fais finalement ton métier, donc tous les jours tu produis du contenu, tu as tes collabs, etc. Est-ce que des fois c'est pas un peu, comment dire, sans que ce soit péjoratif ce que je vais dire, mais est-ce que c'est pas un peu chronophage? Est-ce que tu arrives à te renouveler quand même? Est-ce que il y a des semaines où tu te dis là je tourne en rond, je sais pas trop ce que je vais faire parce que même s'il y a des nouvelles sorties, au final, ça reste, je lis le livre, j'en fais un retour, etc. Est-ce que tu arrives un petit peu à te renouveler? Est-ce que tu arrives à te projeter et te dire, tiens, ça, je vais pouvoir l'allier finalement avec la lecture et en faire quelque chose d'original? J'avoue que pour l'instant, alors la sensation de tourner en rond, je l'ai pas trop eue, parce qu'en fait,
pour moi, à chaque fois que je recommence un nouveau livre, j'ai vraiment trop cette excitation. J'ai vraiment l'impression que je fais un truc totalement différent, alors que soyons honnêtes, tu l'as dit, c'est que je lis le livre, je fais un retour à la maison d'édition, on réfléchit sur une création de contenu et on poste les contenus. Mais j'ai pas ce sentiment. Après, peut y avoir des créations de contenu plus ou moins créatives. Par exemple, je sais que la dernière fois, j'ai lu une BD et cette BD m'a directement inspirée pour faire une aquarelle. Alors, tranquille, je fais de l'aquarelle au niveau un peu débutant, mais je me débrouille, on va dire. Et en fait, j'ai eu envie pour la collaboration de réaliser une aquarelle en accéléré. Donc, où en fait, je filmais mes mains qui faisaient toute l'aquarelle. Donc, c'était vraiment dans la même ambiance que la BD, une forêt avec des arbres et tout, un peu magique. Et pendant que l'aquarelle se dessinait au fur et à mesure, je donnais mon avis avec une voix off sur l'aquarelle, etc. Et tu vois, c'était un moyen un peu plus qui sortait de l'ordinaire, qui était peut-être un peu plus créatif, etc. Mais parce que sur le coup, cette BD m'a inspiré ça, tu vois. Après, il y aura peut-être un autre livre qui m'inspirera autre chose, mais je me laisse vraiment porter par chaque lecture. Et le sentiment de tourner en rond, non, je l'ai pas trop eu. Après, je peux plus l'avoir, tu vois, sur la chaîne YouTube, si par exemple, il y a des semaines, je sais pas du tout quoi filmer. Ça revient plus souvent. Parce que 2 vidéos par semaine... Et oui, ça fait boulot quand même. Puis c'est surtout que tu vois, je lis 4-5 livres par mois. Donc quand j'ai fait mon avis lecture avec mes 5 dernières lectures, il faut quand même genre 8-10 autres vidéos dans le mois pour trouver du contenu. Et ça, c'est plus... Il va y avoir des semaines où je vais avoir 4 idées de vidéos. Et il y a des semaines où... C'est plus compliqué. Où j'ai pas. Et puis... alors par contre, ça fait... Avant, j'avais 1 vidéo par semaine. Là, c'est depuis novembre où je mets 2 vidéos par semaine. Pour l'instant, il y a qu'une journée qui a sauté parce que j'ai pas posté. Mais du coup, je m'y tiens. J'ai quand même 2 vidéos par semaine. Mais c'est vrai que c'est plus de ce côté-là où je peux des fois avoir le sentiment de me dire non mais qu'est-ce que je vais sortir là. Et c'est plus là le manque d'idées sur les là, il va falloir réfléchir. C'est ça. Et t'es là à rebalayer tes anciennes vidéos et te dire alors... c'est plus ce côté-là. Après, dans la création de contenu sur les réseaux, non, ça me le fait moins. Peut-être que ça me le fera à un moment donné. Il y a peut-être un côté beaucoup plus créatif sur Instagram et ce genre de choses que sur YouTube. Je pense. Enfin, j'arrive plus à proposer, à m'éclater dans la prise de photos, Puis j'ai l'impression qu'enfin vraiment, même si on peut se dire d'un point de vue extérieur, c'est toujours une photo sur un livre où elle donne son avis. Pour moi, c'est absolument pas, et tant mieux, mais c'est absolument pas redondant, tu vois, c'est vraiment pas... C'est un livre différent, un univers différent, où j'aurai des remarques différentes, même le contact avec la maison d'édition va être différent, donc j'aurais pas eu les mêmes échanges, enfin vraiment, c'est tout le process est assez unique pour chaque collab, donc c'est ce qui me plaît, donc... Et du coup, je vais rebondir, parce que tu disais quelque chose qui est assez intéressant et qui va faire sûrement écho à plein de personnes, tu disais que tu lisais 4-5 livres par mois. Oui. Et ça, je sais que c'est un sujet sur les réseaux sociaux, la pression de lire plus, parce que effectivement, chacun a son rythme de lecture. Il y en a qui vont lire 3-4 livres par mois, il y en a qui vont en lire 15. C'est vrai que c'est quelque chose qui fait un peu parler finalement sur Bookstagram, cette pression un peu de lire et de se comparer aux autres, que je trouve qu'il n'y avait pas spécialement au début, mais qu'il y a de plus en plus. Et ce que je trouve un petit peu dommage, et même moi, je me la suis mis énormément aussi, et puis je suis devenue maman, et forcément quand tu deviens maman, tu lis beaucoup moins qu'avant, et donc il faut apprendre à lâcher prise, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui revient très 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 souvent. Du coup, est-ce que toi, c'est une pression que tu as ressentie, et est-ce que du coup, en faisant ton métier, à un moment donné, tu t'es dit oh là, je vais être payée pour ça, il va falloir que je lise plus ou quoi que ce soit. Est-ce que c'est quelque chose pour toi qui à un moment donné, tu t'es dit non mais là, je lis pas assez, tu vois? Alors, c'est super intéressant parce que je sais pas si je vais avoir une réponse précise dans ma tête, mais en tout cas c'est sûr que je constate aussi que en tout cas on en parle beaucoup plus de cette pression de lire de plus en plus de livres. Moi ce qui est rigolo c'est que j'ai pas l'impression de lire plus que quand j'étais psychomote, ce qui est quand même assez fou parce que là maintenant c'est mon métier et je suis à la maison toute la journée, mais comme quoi j'ai d'autres choses à faire que lire. Par contre, alors ce que je me suis déjà dit, c'est sûr qu'il y a plein de fois où je me suis dit si je lisais plus ça serait quand même vachement plus facile, notamment pour faire des vidéos ou du contenu sur Instagram, parce que faut être honnête, quand tu passes une semaine ou 10 jours sur un livre, tu peux pas poster en fait que tous les 10 jours sur Instagram. Il faut avoir l'algorithme c'est important, ça on va pas se mentir, et je peux pas me permettre de mettre un post tous les 10 jours juste pour faire l'avis de ma dernière lecture en fait. Donc il y a des fois où je me suis dit si je lisais un bouquin tous les 2 jours, comme ça serait facile pour poster toutes les 48 heures. Donc oui, je me le suis dit, ça c'est sûr. Et surtout qu'on voit le rythme, on se compare en fait indirectement.
Même si on dit qu'il faut pas se comparer, faut pas comparer les chiffres, etc. parce qu'on a tous notre manière de faire, et ce qui est sûr, ce qui est évident. Mais indirectement, quand on voit des personnes qui lisent plein de livres, bah on se dit j'aimerais lire aussi vite. Après, faut absolument pas se dire ça. Et puis les personnes qui lisent vite, bah c'est parce qu'elles lisent vite, et genre tant mieux pour elles. Enfin, je compare avec Tristan, on a la même passion de la lecture, et lui, je pense qu'il peut lire 2 livres ou 3 livres quand moi j'en lis 1. Bon bah je le vois, en effet, moi je passe 1 page, lui il a passé 3 pages, c'est sûr. Il y a une rapidité de lecture qui n'est pas la même. Oui, c'est sûr que je me suis déjà dit que là il va falloir que je lise. Par exemple, typiquement quand j'ai des collaborations, je sais que lire plus vite m'arrangerait énormément parce que j'ai pas toujours le temps de passer autant de temps sur le livre que ce que je voudrais. En général, on a quand même un délai qui est assez long, c'est-à-dire qu'on va recevoir le livre et la collaboration est attendue pour 1 mois suivant, donc le temps de lire le livre, de faire la création de contenu, de faire valider, etc. Forcément, depuis que j'en ai fait mon métier, je vais avoir peut-être plus de deadline, de timing à respecter, mais après, dans l'ensemble, je le vois en fait plus parce que mes abonnés, des fois, font des retours du style j'ai l'impression que je lis pas assez par rapport à ce que je vois sur les réseaux, etc. Donc je m'en rends plus compte par rapport aux retours qu'on fait, même si personnellement j'essaye et j'espère ne pas véhiculer cette image, bah de toute façon en lisant 4-5, enfin voilà, après si j'en lisais 30, bah ça serait mon rythme et je respecte absolument le rythme de tout le monde, mais voilà, j'essaye à chaque fois parce qu'il y en a plein qui me disent j'aimerais me lancer sur Bookstagram moi aussi, me faire un petit compte, mais je lis que 3 livres par mois, je me sens pas légitime, etc. Et ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut réussir à mettre de côté, enfin comme c'est mon métier, moi, il faut absolument que je trouve de la création de contenu à faire autour du livre, mais quand c'est encore plus, quand c'est juste pour le loisir, que tu lises 1 livre par mois, que tu en lises 10, pour moi, tout le monde est légitime. Et enfin, voilà, il n'y a pas de... Mais en effet, je suis d'accord avec toi. Mais d'ailleurs, tu l'as ressenti aussi, du coup, ce côté... Ah mais complètement, et puis c'est ça, parce que tu vas suivre un petit peu des comptes qui vont que t'aimes bien, etc. Et puis tu vois le bilan lecture du mois, tu vois 10 livres, toi tu vois tes 2 livres, tu fais ouais mais après c'est ce que je dis tout le temps, on n'a pas le même rythme non plus. Moi je dis, en effet, je bosse de chez moi, je suis influenceuse littéraire, donc à temps plein, j'ai pas d'enfant, enfin tu vois, en effet, tu disais que t'avais un enfant maintenant, enfin on peut pas avoir le même rythme. T'en as qui vont bosser du matin, qui vont revenir à 19h, qui ont une vie de famille à gérer. On peut pas avoir le même rythme, et c'est toujours ce que j'essaie de rappeler. Et même 2 personnes qui auraient exactement le même rythme, bah en effet peut-être qu'il y en a une qui lirait 1 livre et l'autre 10. Mais ouais, non, c'est clair. Et est-ce que du coup, effectivement, cette pression, ça va être intéressant d'avoir ton avis du coup. Est-ce que cette pression de se dire il faut que je lise plus, elle n'est pas aussi due au fait que maintenant, justement, on voit de plus en plus de comptes qui se professionnalisent là-dessus, et que du coup, peut-être, il y a cette envie de se dire « Ah ouais, ça peut être cool de vivre de ma passion de la lecture, etc. » Et du coup, forcément, automatiquement, cette pression de se dire « Il faut que je lise beaucoup pour pouvoir atteindre ce niveau », alors que peut-être pas forcément, il n'y a pas besoin de lire 15 livres pour vivre du métier du livre. Après, je pense que tout dépend aussi de ce qu'on veut en faire, mais je me pose un peu la question de est-ce que c'est tellement en train de se professionnaliser plus que d'être juste des comptes passion? Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette influence? Alors, ça aussi hyper intéressant, parce que je trouve que c'est en effet quelque chose qui arrive beaucoup plus dans mes DM. Je sais que régulièrement, alors je vais pas dire, je pense que je peux dire chaque semaine ou presque, j'ai des messages de personnes qui me disent coucou, j'aimerais faire le même métier que toi, comment je dois faire? Alors je comprends que c'est un métier sincèrement qui fait rêver, c'est évident, et ça j'en ai totalement conscience, et je sais la chance que j'ai, et vraiment je suis hyper happy de faire ce métier, et je veux dire, pour tout passionné de lecture, les gens voient vraiment le côté cool, on reçoit des livres, on est payé pour les lire et en parler. Genre, mais vraiment, c'est pas que ça. Alors c'est sûr que c'est pas que ça, ça c'est la partie on va dire émergée de l'iceberg, voilà, ce qu'on voit ça. Et ce qu'on a conscience, mais et ce qui est très cool, clairement je suis pas en train de dire que qu'il y a plein de choses pas cool dont on se rend pas compte, c'est beaucoup plus que ça, mais en tous les cas j'ai conscience que c'est un métier qui peut faire rêver. Malheureusement je trouve que du coup les personnes oublient que par exemple moi je me suis lancée en 2016, enfin sincèrement ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais moi je le rappelle, quand je me suis lancée en 2016, à la base, mais à aucun moment donné dans ma tête, j'aurais pu penser qu'un jour j'en ferais mon métier. Et justement, en fait, pour moi, c'est ça la base. C'est qu'avant tout, je pense, l'ancienne génération de ceux qui ont commencé Bookstagram il y a des années, on s'est tous lancés par passion. Parce que c'était un métier qui était tellement pas... qui existait quasi pas. Enfin, sincèrement, c'était un truc qui était pas du tout... Et on s'est tous lancés juste par passion, sans se dire, je veux en faire mon métier, je veux recevoir des livres, je veux être payé pour en parler. Et du coup,
on a tellement partagé cette passion, on postait parce qu'on avait envie de poster, on échangeait parce qu'on avait envie d'échanger, que du coup des personnes se sont abonnées à notre contenu parce que c'était authentique, parce que on était des passionnés en fait tous ensemble, et progressivement, avec un peu de chance d'algorithme, parce que sincèrement il y en a qui font aussi un travail de dingue et qui malheureusement l'algorithme suivra pas forcément, ça c'est aussi la magie et le poison entre guillemets des réseaux sociaux. Donc avec beaucoup de travail et un peu de chance, parce que tu comprends pas pourquoi tu fais partie de ceux où ça a fonctionné. Mais c'est ça qui fait que sur le long terme, aujourd'hui, je peux en vivre. Et donc, c'est toujours très compliqué, je trouve, de répondre à cette question. Parce qu'en effet, on sent qu'il y a plein de personnes qui aimeraient faire ce métier. Je comprends qu'il y ait cette envie, beaucoup de personnes maintenant qui se disent aujourd'hui, je sais même pas si j'ai répondu à ta question, en fait. Si. Mais c'est vrai que je vois beaucoup de personnes qui veulent faire ce métier, qui du coup, forcément, je pense, se disent, il faut que je lise beaucoup de livres. C'est ça. Alors, évidemment, il faut lire, parce que si tu veux recevoir des livres gratuits et que tu lis un livre tous les 3 mois, faut être honnête aussi, les maisons d'édition, ça va pas les intéresser. Non, ça c'est sûr. C'est aussi logique. Mais il n'y a pas que ça. Moi, je sais que, tu vois, alors il y a des mois où je vais lire 2 livres, il y a des mois où je vais en lire 10 parce que j'aurais notamment calé des BD ou des choses comme ça. Ou parce que j'aurais eu un rythme tout simplement plus... ça arrive aussi. Mais c'est sûr que même quand je ne parle pas purement d'un avis lecture, je fais du contenu. C'est évident. Soit pour refaire des vidéos sur des thématiques particulières, soit pour faire des vlogs, soit pour... où je pose des questions, quelle est votre lecture en cours. En fait, il faut toujours plus ou moins interagir. Et c'est ça que les personnes peut-être n'ont pas assez en tête. Peut-être se disent qu'il faut juste lire des livres et faire des avis, mais il n'y a pas que ça. Il y a tout ce qui entretient par derrière l'échange avec la communauté. Si c'est juste un compte passion et que tu t'en fiches qu'il y ait des personnes qui viennent échanger avec toi, là vraiment c'est sans contrainte et tout, mais vraiment pour ceux qui ont envie de se lancer, faut quand même avoir une certaine assiduité, sans vraiment il n'y a aucune assurance sur le fait que ça va marcher ou pas, hein. Vraiment je le redis, il y a des personnes qui font un contenu incroyable, des photos magnifiques, des chroniques très complètes, et qui malheureusement ça stagnera, mais parce que c'est ça aussi un petit peu le côté des réseaux sociaux, mais en tous les cas je pense que si on a envie d'en faire son métier, avant tout, faut partager la passion, mais que ce soit dans le livre ou dans d'autres domaines. Dans n'importe quel des domaine, réseaux sociaux, voilà, c'est ça. Et puis il y a aussi le fait que c'était sans doute aussi plus facile de se lancer il y a quelques années parce qu'on était moins à faire ça. Donc forcément, plus on a d'années derrière nous, plus on a fait partie des premiers à se lancer, et donc plus aujourd'hui on a une communauté qui est importante, alors que il y a énormément de passionnés qui débarquent aujourd'hui et que j'encourage à fond parce que c'est génial et j'en découvre tous les jours, mais malheureusement c'est une réalité, c'est plus dur aujourd'hui de percer sur YouTube ou sur Instagram. Complètement, faut batailler, et puis YouTube est pas toujours très tendre, l'algorithme Instagram, YouTube, etc., ça peut être très compliqué, et donc en effet voilà, c'est une réalité aussi que c'est plus dur aujourd'hui de percer sur les réseaux sociaux que ça ne l'était il y a peut-être 10 ans par exemple. Mais après je pense qu'il faut s'accrocher quand on aime vraiment et qu'on le fait par passion, et puis de toute façon on le voit, les gens qui sont vraiment passionnés, ils sont là pendant, même si leur compte stagne ou que ça évolue petit à petit, ils sont là pendant des années, c'est pas grave, j'adore ce que je fais, et je pense que c'est le plus important, en prenant en compte un petit peu tout ça. Toi, quand tu as décidé de te lancer justement dans ce milieu littéraire qui au final était inconnu pour toi, parce que à part lire des livres, effectivement, pour toi l'univers de l'édition, du livre, etc., c'était complètement inconnu. Est-ce qu'il y a il y a des difficultés ou des doutes en particulier que tu as eu? Est-ce que tu as eu cette réflexion de te dire est-ce que je suis vraiment légitime à faire ça? Tu vois, ce genre de choses, s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui, pareil, veulent se lancer dans le secteur du livre, mais qui n'ont absolument aucune expérience là-dedans, et je sais qu'il y en a qui se disent mais en fait, je connais pas grand-chose, donc pourquoi moi plus qu'un autre, quoi? Alors, je crois qu'à aucun moment je me suis posé la question de ma légitimité. Je pense parce que, comme je l'avais dit tout à l'heure, à la base, je comptais pas du tout en faire mon métier. Donc en fait, comme je me suis lancée et que ça a évolué progressivement au jour le jour, je me suis pas dit est-ce que je suis légitime, etc. Parce que je me suis juste dit, les personnes que ça intéresse viendront, les personnes que ça intéresse pas ne viendront pas, mais et après ça a évolué petit à petit, et donc la légitimité, j'ai appris à me dire je suis légitime parce que progressivement ça a un petit peu augmenté, etc. Mais je crois pas m'être posé cette question. Après je pense que ça va aussi avec ma personnalité, je suis toujours un petit peu dans le spontané, et c'est un peu on verra, mais alors après donc au-delà du fait que quand je me suis lancée en 2016 juste sur les réseaux sociaux, quand je me suis lancée en tant qu'auto-entrepreneur en 2021,
Alors c'est sûr que là, on apprend clairement sur le tas. Vraiment, en plus, moi j'avais pas du tout fait de formation ou j'étais pas du tout du métier du livre, donc en effet je connaissais rien. J'ai même encore aujourd'hui, 1 an et demi après, j'apprends encore des choses, notamment tout ce qui va être de l'ordre de l'administratif, de faire les factures, de faire les devis, même les échanges avec les maisons d'édition, etc. Il y a des choses en fait que j'apprenais vraiment sur le tas. Et il y a aussi le fait que j'ai eu de la chance d'être très bien entourée parce que en fait finalement avec les collègues qui sont booktubeuses, on est un petit groupe de 4 copines à échanger régulièrement au quotidien, mais en fait dès qu'on a des difficultés on se les pose entre nous et c'est vrai que ça aide énormément parce que parce qu'en effet on peut je sais que j'ai eu beaucoup de moments de solitude quand même mais comment je vais faire ça, et alors là tu demandes dans ton entourage, c'est compliqué quoi, sur internet tu trouves pas toujours les bonnes réponses, et je trouve qu'il peut y avoir en tout cas, c'est les difficultés que j'ai pu rencontrer. Après, clairement, ça s'apprend sur le tas. Et puis, faut pas hésiter à poser des questions à des personnes. Moi, je réponds régulièrement à des questions de personnes qui veulent se lancer, qui ont des questions sur tel ou tel sujet, qui arrivent dans le milieu de l'influence plus tardivement et qui disent du coup, Louise, est-ce qu'on peut s'appeler pour... Et vraiment, il n'y a jamais aucun problème, quoi, parce que c'est à fond l'entraide. Et je sais que par quoi je suis passée et j'aurais aimé et j'ai pu avoir la chance. Ouais, non, c'est clair. Mais pour moi, c'est hyper important. Ouais, mais tu vois, c'est important, mais c'est pas quelque chose qui l'est pour tout le monde dans le sens où... et c'est pour ça aussi que j'avais très envie de te recevoir aussi dans le podcast et que j'ai pensé à toi en premier parce que je trouve que justement tu fais partie de ces influenceuses, en tout cas je parle au niveau lecture, qui sont hyper proches de leur communauté, tu vois. Malgré ton nombre d'abonnés, ton nombre de commentaires ou quoi que ce soit, tu prends le temps de répondre quasiment à tout le monde, tout le temps. Oui, tout le temps. Et pourtant, tu as d'autres influenceuses qui vont avoir 5000, 10 000 abonnés ou quoi que ce soit, qui ne répondent à aucun commentaire. Et je trouve que c'est un peu dommage. Alors ça, c'est mon avis personnel. Hein. Oui, complètement. Je vais me faire hurler dessus à dire ça, mais c'est pas grave, je prends le risque. mais je trouve que, surtout sur un secteur de la lecture, je trouve ça hyper important d'avoir des échanges et d'avoir un lien avec sa communauté, parce qu'on partage pas un livre juste pour dire tenez, regardez, lisez mon avis, et le vôtre, j'en ai mais rien à carrer. Non, du coup, le but de Bookstagram, pour moi, c'est l'échange, tu vois, et je trouve que c'est tout à ton honneur, parce que je trouve que ça se perd de plus en plus, malheureusement. Alors pour moi c'est, je pense, l'un des trucs que je veux jamais perdre. En fait je me souviens tellement que quand je me suis lancée, je me suis dit Louise, pourquoi tu t'es lancée à la base? Quand t'as posté cette photo d'Eragon, c'était pour avoir des retours. Et en fait ça, que j'ai 12 abonnés, que j'en ai 5000, 20 000, 50 000, 100 000, alors je dis ça, peut-être que quand j'en aurai beaucoup plus ça deviendra de plus en plus dur, j'imagine, mais en fait je pense que je préférerais déléguer sur une autre tâche, admettons perdre moins de temps sur du montage vidéo, mais toujours répondre aux commentaires. Pour moi c'est un truc, c'est absolument... Enfin, c'est inenvisageable pour moi de ne pas répondre. Et alors parfois c'est un peu limite trop, parce que des fois j'ai toujours mon téléphone en main et je devrais faire autre chose, je suis en train de manger et hop j'ai un message qui arrive et je vais avoir envie d'y répondre, donc j'essaye des fois de me dire tranquille, tu répondras plus tard, la personne va pas se vexer. Mais c'est vrai que pour moi c'est hyper important parce que je me dis, imagine demain sous tes vidéos ou sous tes posts t'as pas de commentaires, à la fois si admettons je répondais pas, je me dis on s'en fout du coup, mais en fait ça serait horrible, ça veut dire que j'aurais l'impression d'avoir fait tout ce travail de vidéo, de post, etc. pour que les gens en fait n'échangent pas avec moi. Et quand on dit hésitez pas à commenter, pour moi c'est pas juste faites-moi grimper l'algorithme YouTube ou Instagram, mettez-moi des petits commentaires pour que je gagne des abonnés. Non, pour moi c'est vraiment que c'est hyper... c'est vraiment mon métier et ma passion de la lecture, mais elle perd tout son sens si demain personne répond à ce que je fais. Et j'espère ne jamais le perdre. Alors après, il y a eu des fois où il y a eu des posts où j'avais pas anticipé, genre il y a 300 commentaires. Là, je veux dire, je suis humaine, donc je lis chaque commentaire, je mets un petit cœur. Voilà, c'est ça, je mets un petit cœur. Mais là, je peux pas répondre. Parce qu'en plus, je demandais qu'est-ce que vous lisez en ce moment, et les personnes font des pavés comme ça, donc ce que j'adore lire, mais je peux pas rebondir sur chacun. Par contre, je lis toujours. Mais ça arrive vraiment... très ponctuellement, quand vraiment je vais me faire avoir par le nombre de commentaires sur un post et que j'ai à la fois les 200 commentaires YouTube à répondre, et là je me dis Louise, tu vas pas passer ta journée juste à répondre à des commentaires. Non, bien sûr, après faut le juste milieu de toute façon. Exactement. Mais 99% du temps, oui, c'est sûr que je réponds à tout, et pour moi ça reste une part importante de mon métier, et vraiment que j'ai pas du tout envie de perdre. Et je pense que le jour où j'arrive plus à tout faire, je vais déléguer sur d'autres tâches, l'administratif, le montage et tout, mais réponse aux commentaires pour moi c'est hyper important. Enfin, vraiment c'est... Non, mais je pense que tu as raison, et reste comme ça et prenez exemple sur Louise, parce que franchement non mais c'est vrai, je trouve que c'est hyper frustrant, et puis du coup pour moi ça perd tout son sens, puisque la lecture à la base,
certes, c'est pour soi qu'on lit, mais si on le partage sur les réseaux, c'est effectivement pour avoir des échanges, avoir des avis. Enfin, surtout que la lecture fait partie de l'art, et l'art, il y a une personne qui va aimer tel livre, et puis l'autre en face, elle va pas du tout aimer. C'est hyper subjectif. Et je trouve ça super intéressant d'échanger avec des personnes qui ont des avis totalement différents et de se dire, toi, pourquoi t'as pas aimé, etc. Enfin... Après, encore une fois, c'est que mon avis, mais à la fois, c'est hyper intéressant, je trouve, d'avoir ton retour, parce que tu vois, à l'inverse, moi, j'ai le côté du point de vue influenceur, et toi, t'as le côté, t'as l'avis du point de vue de celui plutôt qui va consommer, entre guillemets, quand tu commentes et que tu vois que les influenceurs répondent pas. Et je trouve ça hyper intéressant, parce que c'est vrai que, alors moi, de ce côté-là, je suis assez mauvaise, c'est-à-dire que je consomme beaucoup de contenu, mais je commente très peu. Aïe, 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 ne me tapez pas sur les doigts. Et bravo. Et du coup, c'est vrai que je me mets à la place. Alors, il y en a qui ont beaucoup de commentaires et je comprends totalement qu'il y en a qui répondent pas. Et ça, c'est sûr que, en plus, chacun a son rythme, etc. Et il y en a peut-être que c'est trop chronophage, ou peut-être. Il y en a aussi, ça peut être anxiogène aussi de répondre à autant de messages. Et ce que j'entends, où on voit qu'on a une boîte qui est pleine de 46 messages, on se dit, mon Dieu, mais donc, je peux le comprendre totalement. Moi, c'est quelque chose que j'adore, mais vraiment. Chacun fait comme il veut, mais en effet, je me mets du coup de ton point de vue, de ceux peut-être qui commentent et qui n'ont pas de réponse, et c'est vrai que j'imagine que c'est moins plaisant, et c'est vrai que j'ai souvent des réactions de personnes d'ailleurs qui disent « Oh, tu m'as répondu, je m'y attendais tellement pas », et c'est là en général que je prends conscience qu'il y en a qui répondent pas en effet. Après voilà, moi je pense que c'est parce que ça fait partie de ma personnalité, et que j'ai toujours fait comme ça, et que je continuerai à faire comme ça. Non, mais bien sûr, mais je suis assez d'accord, et c'est très bien que tu fonctionnes comme ceci, et je trouve que c'est tout à ton honneur en tout cas. Est-ce que depuis du coup que tu t'es lancé à ton compte, que tu vis vraiment de tout ça, si tu devais ne choisir ta plus grande fierté, quelle serait ta plus grande fierté dans ce tout nouveau métier, une chose où tu t'es dit je vais pas y arriver, ou cette crainte je vais pas réussir à la dépasser, ou quoi que ce soit, et puis finalement en t'accrochant et en te battant t'y es arrivé, et tu dis punaise, finalement j'ai bien fait de galérer parce que je suis plutôt fière de moi. Alors, j'ai 2 trucs qui me viennent en tête. L'un qui est passé et l'un qui est à venir le mois prochain. Donc, exclusivité. Je dirais que la plus grosse fierté que j'ai, au-delà du fait que j'ai réussi à faire ça toute seule, parce que c'est vraiment une énorme fierté de se dire qu'on est parti de rien et on arrive aujourd'hui à un métier où on en vit. Où vraiment personne m'a aidée, à part la communauté qui fait que j'en suis là aujourd'hui, mais je parle, vraiment j'ai tout bâti toute seule, et aujourd'hui l'argent que je gagne et qui va dans ma poche, c'est vraiment c'est une immense fierté de se dire ça, de se dire qu'on a dépendu de personnes, oui si ça se dit, c'est comme ça. Bref, mais au-delà de ça, je dirais que la plus grosse fierté que j'ai eue, ça a été, et un truc où je me disais je vais en être incapable, ça a été les déplacements professionnels à Paris. Moi j'aime bien ma petite campagne, ma vie tranquille à la maison avec mes 2 chats. La vie parisienne est quelque chose qui me stresse énormément, sauf que faut se rendre à l'évidence, tous les événements avec des maisons d'édition, les rencontres avec les auteurs, les salons, c'est sur Paris. Et c'était un truc que j'ai refusé pas mal de choses au début du lancement, quand j'étais au tout début, où je disais non, je pourrais pas, en fait j'adorerais venir, mais prendre le train, dormir sur Paris, faire les métros, être là-bas après avec plein de gens à des événements, c'était quelque chose qui était très difficile. Ouais, c'était quelque chose qui t'angoissait vraiment. Ah ouais, mais vraiment. Et puis en plus, au-delà de ça, j'avais aussi pas mal de crises d'angoisse qui étaient liées à plein de choses. Et vraiment, ces événements-là ont rajouté. Et c'est quelque chose qui a été très très difficile au début. Et l'année dernière, du coup, au mois de mars, j'ai pu refaire ce que j'ai appelé mon grand retour, puisque ça faisait des mois que j'étais pas, voire années, que j'étais pas partie seule à Paris, et je suis partie 4 jours, j'avais 3 événements, j'ai dormi chez des copines, vraiment ça a été une immense fierté, parce que j'en ai même fait un vlog. Pour moi ça a été quelque chose où, au-delà du fait d'avoir réussi, je me suis dit je peux le refaire en fait, et ça a été quelque chose vraiment d'hyper thérapeutique même pour moi, hyper fière d'avoir assisté à tous ces événements, d'avoir eu plus de contact avec les maisons d'édition, parce qu'on échange toujours par mail, mais là c'était vraiment en réel, pareil avec tous les collègues que j'ai pu revoir là-bas, et c'est vraiment une grosse fierté qui a été sur un travail de plusieurs années, mais où là je me suis dit tu peux, en plus t'as ouvert tout un nouveau pan de mon métier, parce que l'influence c'est très sur les réseaux sociaux, c'est très en écran interposé, et là ça prenait vraiment une nouvelle dimension
en présentiel, vraiment où on rencontrait les auteurs, les copines, les éditeurs, etc. Donc ça a été un gros dépassement de toi en fait finalement. Ah oui, complètement, un gros dépassement. À la fois j'ai senti que je pouvais le faire, c'est aussi pour ça que je me suis dit allez Louise, tu prends tes billets, tu vas sur Paris, parce que je sentais qu'il y avait du mieux et que je pouvais en être capable, mais il y avait quand même cette énorme appréhension du est-ce que je suis pas en train de faire une énorme connerie. Et à la fin du week-end c'était en mode j'étais la reine du monde quoi, vraiment. Bah ouais, mais c'est trop bien. Donc non, ça a été vraiment un week-end assez incroyable. Et le mois prochain, au mois de mai, on passera aussi à un autre stade, puisque ça va être un festival que j'ai fait l'année dernière, qui m'avait invitée parce que j'avais gagné dans la catégorie chaîne littéraire, parce qu'en fait c'est un festival sur tout l'univers geek, donc il y a aussi bien jeux vidéo, littérature, etc. Okay. Voilà, et il y avait eu un concours l'année du Covid pour élire une chaîne dans la catégorie jeux vidéo, dans la catégorie littérature, dans la catégorie etc. Et donc j'avais gagné la catégorie littérature. Évidemment avec notre ami le Coco, le festival n'avait pas eu lieu en 2020, donc ils avaient tout décalé, et donc en 2022 l'année dernière, c'était la fameuse année où j'ai pu être invitée comme les autres gagnants des années précédentes. Et cette année, du coup, j'y suis invitée à nouveau, mais cette fois-ci pas en tant que gagnante, mais en tant qu'intervenante. C'est quelque chose qui est un autre stade là encore, puisque je vais être jury d'un concours de lecture à voix haute. Donc je vais faire partie d'un jury avec quand même d'autres personnes. Ouais, il va y avoir une salle, je revois la salle qui était bien remplie l'année dernière quand même. Et bon, je suis que dans le jury, je suis pas dans les personnes qui vont passer sur scène pour lire un passage à voix haute, mais c'est quand même un truc où je me dis, on fait appel à moi quand même. Exactement, c'est une pression, et puis je me dis, c'est moi qu'ils ont choisi quand même pour faire partie d'un jury, c'est quand même, je suis quand même assez fière, surtout que je remplace une personnalité qui était là l'année dernière, où je me dis, oh là là, la pression, qui n'est pas là cette année. Mais voilà, donc je vais faire ce jury de lecture à voix haute, et juste après je vais faire un atelier booktube avec les enfants, donc avec les enfants, les instits et les familles, donc ça va aussi être un gros donc ça je l'ai pas encore passé, je me dis mais ça va être je pense l'une de mes grosses fiertés de cette année quand même. C'est bien. Parce que c'est un autre stade que juste moi toute seule dans mon bureau avec ma petite caméra quoi. C'est encore, mais il y a un moment donné il faut sortir de chez soi, lui. On peut pas rester tout le temps à la maison. Et c'est pas facile. Non, c'est pas facile, et puis je pense que aussi des fois on a un peu alors je sais pas si c'est l'envie ou on est bien dans notre zone de confort. Il y a la sécurité. C'est ça. Et je pense que des fois on se dit non, là je suis bien chez moi, pourquoi je m'embêterais à sortir alors que je suis tranquille, je peux rester en pyjama, je vois pas où est le problème. Ah ouais, non mais c'est clair, il y a ce côté très où on recherche la sécurité, c'est évident. Mais il y a quand même ce côté où je me disais j'avais envie de faire évoluer aussi un petit peu mon métier dans ce côté un peu plus présentiel, parce que il y a un moment donné, t'as pas le choix. C'est ça, alors je pourrais refuser, c'est sûr, mais ça ferme des portes un peu. Et puis je trouve aussi que à la base je suis quand même psychomotricienne, et donc ce côté animation, soins et être avec les enfants, je l'ai, et c'était un côté qui me plaisait beaucoup aussi dans mon métier. Et j'avais envie de retrouver un côté un peu plus présentiel, où en plus je lis beaucoup de jeunesse, donc le côté travailler avec les enfants et animer des ateliers et parler lecture, c'est un truc qui peut clairement grave se lier. Et donc je trouve, du coup j'ai très très hâte le mois prochain, même s'il y a un côté qui fait peur. Mais bon, à la fois il y a ce côté quand même hyper excitant, et puis la nouveauté où je me dis ça va être cool, et je pense qu'à la fin du week-end je serai fière de moi d'avoir pu faire ce truc, alors que alors que par sécurité j'aurais pu dire non je veux pas faire ça, mais non, mais des fois c'est bien aussi de sortir un peu de sa zone de confort, alors faut se faire un peu violence et souffrance, exactement. Moi c'est vrai que la première aussi, je suis très bien dans ma petite zone de confort, et puis des fois tu te dis bon, faudrait que je me fasse un peu violence, et surtout que souvent on le regrette pas du tout après, on se dit c'est ça. Mais en fait j'ai bien fait de sortir chez moi, c'était grave cool. C'est donc ça, c'est hyper important. J'ai encore 2 petites questions, et puis après on pourra clôturer ce podcast qui dure déjà depuis un petit moment, mais justement tu disais que t'avais plusieurs personnes qui venaient te voir en disant, te demandant des conseils, etc. Je sais plus quand est-ce que j'avais reçu un message après un podcast, et d'une personne qui me parlait d'une notion qui effectivement revient souvent quand on veut se lancer et qu'on n'ose pas trop, c'est le regard de l'autre. Est-ce que toi c'est quelque chose qui a été bloquant? Si oui, comment t'as réussi à le dépasser? Est-ce que t'aurais des conseils ou quoi que ce soit à donner pour justement dépasser ce regard de l'autre et se dire finalement on n'a qu'une vie, et puis si c'est votre passion, allez-y quoi.
Alors, j'aurais tendance à dire que j'ai pas eu ce blocage, sauf que quand je regarde mes premières vidéos, je suis tellement peu à l'aise que je me dis que j'ai quand même eu quelque part inconsciemment ce stress. C'est ça. Je me souviens que ma première vidéo, tous les gens qui me connaissent ont dit oh, mais Louise, on dirait tellement pas toi, parce que de base, je suis un peu extravertie, je suis un peu spontanée, etc. Et ma première vidéo, j'étais toute comme ça, bonjour à tous. Enfin voilà, on veut rentrer dans des cases un petit peu très propres, très voilà, faire très bien parler. Enfin voilà, en plus je parle très vite, mais ma première vidéo, du coup, je parlais moins vite pour avoir finalement le moins de retours négatifs possible, hein, c'est une réalité. Mais je pense que c'était plus dû au côté assez impressionnant d'avoir une caméra en face de toi qui te filme et tu sais pas quoi lui dire à cette chose, elle est là, elle te regarde et tu te dis mais qu'est-ce que tu me veux. Mais du coup le blocage purement du regard de l'autre, alors je pense que forcément aussi si c'est quelque chose qu'on a dans la vie de tous les jours, sur les réseaux sociaux c'est d'autant plus stressant et inquiétant parce que on sait que sur les réseaux sociaux les gens sont pas tendres, mais de base dans la vie de tous les jours j'ai un peu cette chance je pense de je m'en fous un petit peu. Alors je pense que c'est... Enfin, j'ai la chance, c'est ça, parce que je pense que c'est un côté de chance, on choisit pas si on est inquiété ou angoissé par le regard de l'autre ou pas. Alors ça se travaille évidemment, mais je crois que j'ai toujours eu tendance à m'en foutre un petit peu, ce qui, c'est une évidence, facilite grandement le lancement sur les réseaux sociaux, ça c'est une évidence. Après, j'aurais tendance à dire, pour ceux qui sont un petit peu stressés ou angoissés de ce côté-là, alors déjà, il faut savoir que la communauté littéraire, sincèrement, je pense que c'est une des communautés les plus bienveillantes. Oui, sincèrement, il y a très très peu... Moi j'ai eu, ça se compte sur les doigts des deux mains, les commentaires de haters que j'ai eu depuis 2017, donc c'est pour dire que c'est très peu, parce que je pense qu'on peut avoir peur de ça en se lançant. Après il y a toujours la solution de se lancer sans mettre son visage, ça il y en a qui le font. Alors ça c'est une question personnelle, moi je sais que j'avoue que quand je regarde des vidéos, je préfère voir le visage de la personne parce que je trouve que c'est un peu plus incarné, ça c'est purement un choix personnel, mais il y en a par exemple qui commencent sans le visage et qui un jour vont mettre le visage parce qu'ils sont peut-être plus en confiance. C'est ça. Donc il y a cette technique qui peut être, parce qu'en effet on est là pour parler de livres avant tout, donc en soi il n'y a pas besoin de voir la tête, je veux dire on fait pas un tuto make-up tu vois. mais après ça peut aider à prendre confiance devant la caméra, à au moins parler avec de plus en plus d'aise, ou en tout cas être de plus en plus à l'aise face à la caméra, et puis le jour où on se sent en confiance, pouf, on redescend d'un niveau pour mettre la tête. Il faut y aller sans trop se poser de questions. Alors moi je sais que je m'étais entraînée plusieurs fois, j'avais lancé la caméra et j'étais là en mode coucou, bon après on voit clairement qu'avec la première vidéo c'était pas, mais ça c'est pareil, il faut pas trop se juger sur la première vidéo. Sincèrement moi j'avais filmé, j'étais là à me regarder, j'étais en mode oh, c'est pas possible, je vais pas mettre ça, mais en fait c'est parce que moi je me disais ça parce que moi je me connais et donc je voyais la différence avec ce que je venais de faire. Et puis il faut être honnête, s'entendre parler pendant 20 minutes et regarder sa vidéo, il y a plus passionnant quoi, c'est non, c'est à moins d'être hyper amoureux de soi-même, mais je pense qu'il faut poster la première vidéo sans trop de... Faut être indulgent avec soi-même en vrai, parce que c'est un exercice qui est pas facile de parler devant une caméra, mais sachez que les critiques, il y en a. Alors on s'expose à la critique, c'est une évidence, on peut toujours en avoir. Maintenant je le redis, je trouve que dans la sphère littéraire il y a quand même très peu de commentaires négatifs. Enfin sincèrement, des fois il va y en avoir, mais on fait pas partie des... Et puis tant qu'il y aura pas des milliers et des milliers d'abonnés, la critique en plus vous allez pas y être confronté tout de suite. Non. Donc c'est quelque chose que je comprends, mais j'ai pas trop de solution malheureusement, à part le fait d'être indulgent avec soi-même, parce que physiquement on peut toujours trouver des trucs à redire sur sa tête, mais on est toujours plus dur avec soi-même que les gens le seront, sauf des petits malins sur les réseaux sociaux qui en voudront à tout le monde, mais ça malheureusement voilà. Ouais, je pense qu'il faut s'entraîner un petit peu devant votre caméra si vous le sentez pas, et puis à un moment donné faut lâcher prise et faut se dire allez je poste, si c'est quelque chose vraiment qui vous tient à cœur. Un peu de spontané, on sait qu'au fur et à mesure de vos vidéos il y aura de plus en plus de naturel, parce que ça vient avec le temps et l'entraînement, hein, c'est comme tout. Faut pas regarder chaque petit bouton qu'on a sur la tête, parce que sinon on poste jamais, et malheureusement 3 ans après on a le même truc du j'aurais envie mais j'ose pas, et voilà, mais j'ai pas vraiment de solution, hein, c'est un peu bateau ce que je dis, mais... Non, mais c'est intéressant d'avoir aussi ton point de vue tout de même, et du coup c'est intéressant que tu parles de critiques, de haters, et ce genre de choses. Est-ce que tu penses, de ton avis, attention je vais te poser une question, mais... oula de philosophie. Alors, on va ouvrir le débat. Non, est-ce que tu penses que sur la communauté Bookstagram, Booktube, Booktok, sur la communauté littéraire, on a le droit de tout dire? Parce que ça, c'est quelque chose que j'ai vu passer récemment qui a un petit peu fait débat, entre guillemets, qui parlait du fait qu'il y avait cette impression qu'on ne pouvait plus dire ce qu'on voulait, en tout cas sur les lectures.
et qu'il y avait aussi cette influence peut-être de se dire moi j'ai envie de recevoir des services presse, du coup je vais être gentille avec tous les livres, tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, dans ce sens-là. Alors ça, moi je le vois, mais alors moi sincèrement je me suis jamais empêchée de dire de dire ce que je pensais sur un livre. Sincèrement, soit c'est que je suis un bisounours. Moi, de un, je l'ai jamais fait, c'est un truc qui me viendrait pas à l'idée parce que je vois pas l'intérêt. Pour moi, c'est tellement subjectif un livre que, encore une fois, si je l'ai pas aimé, vous allez peut-être l'aimer pour cette raison. Et c'est pour moi toute la richesse de la lecture. Et alors, je perds tout l'intérêt de mon travail si je mens juste pour. Enfin, aucun intérêt pour moi. Mais c'est qu'en plus, j'ai pas l'impression qu'il y en ait qui fassent. Enfin, je sais pas. Peut-être que je suis pas les personnes qui font ce genre de choses ou quoi. Et à la fois, je suis pas énormément de personnes non plus. Donc, je suis pas un très bon exemple. Mais en effet, j'ai déjà pu entendre beaucoup de fois le fait de devoir un petit peu lisser son avis en tous les cas, pas forcément dire le contraire, mais lisser son avis parce que c'est une collaboration ou parce que c'est un SP. Alors, collaboration, encore une fois, je le mettrais dans une autre case. SP, alors c'est un truc qui me viendrait absolument pas à l'idée. Collaboration, je sais qu'il y a plusieurs manières de fonctionner parce que forcément, on est payé pour parler d'un livre. Donc, la maison d'édition attend un certain retour et forcément, on a très souvent des questions de personnes qui nous disent... bah voilà, comme c'est une collaboration, est-ce qu'on peut être sûr de l'avis de la personne derrière ou est-ce qu'elle a juste dit un avis positif pour être payée? Dans le cas où c'est un coup de cœur, où vraiment je passe une lecture incroyable, bon bah là c'est tout bénef puisque bah écoute, c'est mon avis et la maison d'édition va dire bon bah let's go, c'est parti. Dans le cas où j'ai un avis mitigé, ce qui arrive régulièrement, notamment ma collab de la semaine dernière, j'ai eu un avis mitigé, c'est-à-dire que j'ai passé un bon moment de lecture, mais il y a quand même pas mal de petits trucs qui m'ont fait tiquer. Et bah là, je dis clairement à la maison d'édition, voilà ce que j'ai aimé, voilà ce que j'ai pas aimé, c'est ce qu'on va retrouver dans mon avis. Donc, et d'ailleurs, sur mes devis que je fais signer aux maisons d'édition, il y a toujours une petite ligne en italique qui précise bien que je suis absolument libre à 100% de mes avis littéraires et que je dirai toujours ce qui m'a plu, ce qui m'a moins plu, etc. Tant qu'on reste pour moi dans le respect de l'œuvre et de l'auteur, sauf si vraiment on est dans un livre qui est problématique, où là vraiment il y a du racisme ou de la grossophobie ou des choses comme ça, où là on a le droit de le dire évidemment, il n'y a pas besoin de respecter, enfin il y a un moment donné il faut dire les choses s'il y a un truc problématique, mais il n'y a pas pour moi de lissage ou de trucs à faire, enfin vraiment je dis mes ressentis de lectrice, en fait à ce moment là je suis juste Louise, une lectrice lambda qui dit son ressenti. Et les maisons d'édition ont totalement conscience que y a des choses qui ont pu leur plaire à eux et pas à moi et inversement, etc. quoi. Ok, non mais c'est très honnête et intéressant du coup. Écoute, pour clôturer un petit peu ce podcast, est-ce que voilà, pour les personnes qui vont nous écouter et peut-être tu vas les inspirer à se lancer et à oser entreprendre que ce soit dans un métier littéraire ou un autre métier, hein, attention, là on est orienté lecture mais ça peut être tout autre métier. Est-ce que tu aurais un conseil en particulier à donner pour ces personnes qui peut-être ont soit peur, soit n'osent pas, soit se posent beaucoup de questions sur leur légitimité, voilà, un petit conseil pour se lancer? C'est compliqué parce que alors en fonction des domaines, forcément, les conseils sont applicables ou pas. Je sais que beaucoup de personnes rêvent de se lancer dans un truc qui serait beaucoup plus passion, etc. mais ont peur d'un point de vue financier, ce que j'entends totalement. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a plein d'aides qui existent qu'on connaît pas forcément, donc déjà se renseigner parce qu'on peut avoir des aides quand on démarre, quand on veut se lancer dans quelque chose de différent. Moi, c'est vrai que j'ai eu vraiment ce déclic du... j'ai qu'une vie et j'ai pas envie de passer toute ma vie à faire un métier qui me plaît pas à 100%. J'ai eu cette chance de pouvoir faire ça parce qu'il faut aussi être honnête, j'aurais pu avoir envie de devenir influenceuse littéraire, mais si ça avait pas été si j'avais pas eu une grosse communauté, etc., je me serais pas lancée. Enfin, soyons honnêtes, si c'était pour avoir une collab tous les 8 mois, c'était pas la peine. Donc, il faut quand même avoir cette sécurité financière. Mais c'est vrai que si je parle d'un point de vue réseaux sociaux, et que même si on sort du domaine littéraire, mais si, admettons, c'est des personnes qui veulent se lancer, ou auto-entrepreneurs plus généralement, pas forcément dans l'influence, je pense que avant de se lancer, ça peut être bien de vraiment développer justement tout le côté réseaux sociaux, parce que ça va être une vitrine un petit peu sur ce que vous allez faire. Et c'est important. Moi, je sais que j'ai pu me lancer parce que ça faisait déjà quelques années que je développais mes réseaux sur Instagram, sur YouTube, etc. Et donc j'ai pu me lancer sécure en me disant je suis déjà repérée dans le milieu, j'ai déjà cette communauté qui me suit derrière, et que ce soit pour une boutique, que ce soit pour, enfin je dis n'importe quoi, que ce soit pour n'importe quoi dans le domaine de l'auto-entrepreneuriat en tous les cas, puisque moi c'est ce qui me parle, je pense que c'est important de vraiment à la base avoir un métier qui du coup vous fait votre sécurité financière si admettons c'est ce métier là que vous voulez quitter, et commencer déjà à
ouvrir cette passion à côté en vous disant que peut-être un jour vous allez pouvoir en vivre, mais justement en développant ça, en faisant justement votre vitrine en fait sur les réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube, Instagram, TikTok, en fonction du réseau social où vous êtes le plus à l'aise. Mais voilà, de développer ça, et petit à petit des personnes vont découvrir votre travail que vous faites à la base par passion, et jusqu'au jour où peut-être un jour vous aurez cette visibilité suffisante pour oser quitter, parce que j'ai conscience qu'en effet on vit pas au pays des bisounours, et c'est pas en mode je veux faire ce métier et demain je peux me lancer. Enfin, on a tous besoin de cette sécurité financière et de se dire est-ce que je vais encore pouvoir payer mon loyer, me nourrir, etc. C'est évident, c'est pas donc je pense que ça peut être bien de, en parallèle de votre métier, d'avoir quand même cette optique de vous lancer dans votre passion, ou de changer de métier, ou de faire, mais de le faire de manière plus sécure, donc de le commencer à côté et de voir comment ça va évoluer, de vous donner les moyens que ça fonctionne. Et jusqu'à ce que progressivement vous puissiez quitter, quitte à même réduire votre temps de travail au début pour encore avoir un petit peu de financier, et progressivement inverser la balance en fait. Exactement. Enfin, en tous les cas, moi c'est ce que j'ai fait, et c'est le conseil que pour moi je donnerai à ceux qui veulent se lancer, quoi. Le début de ta réponse m'a beaucoup fait sourire et rire, puisque c'est une question que je pose à la fin de chaque podcast. Et au final, cette notion de « on n'a qu'une vie », elle revient systématiquement. Mais vraiment, à chaque fois, tout le monde a la même réponse, c'est de se dire, en fait, je me suis dit que j'ai qu'une vie, et que si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais, quoi. C'est ça, en fait. Et cette prise de conscience de se dire, enfin moi je pense que notre génération a peut-être encore plus cette pensée, mais de s'imaginer au travail de 8h à 18h dans un truc qui nous plaît que moyennement, et où ça va s'arrêter à la retraite. Mais en fait, moi, c'est aujourd'hui que j'ai envie de profiter, c'est aujourd'hui que j'ai envie de kiffer, et je sais qu'on n'a pas tous cette chance, et j'adorerais qu'on puisse tous avoir cette chance d'aller au taf le matin et de tous faire un métier passion. Malheureusement, je sais que c'est un peu utopique, mais vraiment, si vous avez l'occasion, ou si vous voulez vous en donner les moyens, mais essayez d'avoir si vous avez cette passion et tout, mais essayez de vous donner à fond cette chance de pouvoir le faire, parce que c'est pas impossible. C'est plus difficile. C'est plus difficile que de rester dans le côté très sécure de l'entreprise, du salarié, etc. Mais ça vaut le coup, quoi. Franchement, se lever tous les matins en étant hyper rapide de faire son métier, c'est... Donc bien oui, sûr. En effet, on n'a qu'une vie, et j'avais pas envie de passer cette vie jusqu'à mes 65 ans à aller à un travail qui me plaisait certes, mais moyennement, quoi. Mais je sais que faut pouvoir, mais faut le vouloir aussi. Vraiment, faut se donner les moyens de je pense que la notion, je pense que la notion aussi de se donner les moyens, et peut-être un peu de sacrifice, et de se dire oui, je vais peut-être baisser mon niveau de vie. Enfin, je prends mon exemple. Je veux dire, je suis maman d'un petit garçon qui a 1 an et demi. On vient d'acheter une maison. C'est pas du tout le moment de se lancer à son compte. Mais on le fait quand même. Mais oui, parce qu'il y a aussi tout le côté mental et tout. Enfin, genre être bien dans sa peau, dans sa vie, dans ce qu'on fait. C'est ça. C'est hyper important, et parfois plus que le côté financier. Alors, il faut avoir le côté financier, je suis d'accord, mais par exemple, quand je me suis lancée, et peut-être que tu t'es dit la même chose, je me suis dit, mais même si je perds d'un point de vue financier, même si je gagne moins que ce que j'avais en étant psychomote, à côté, ce que je vais gagner en bien-être, ça. Enfin, j'étais prête à faire clairement des concessions, à avoir moins d'argent de côté chaque mois. Le principal, c'était que je puisse payer mon loyer, que je puisse assurer ma part de ce qu'il y a à faire chaque mois. Et après, si c'était moins facile les premiers mois, tant pis, mais à côté de ce qu'on gagne en bien-être, en confort de vie, etc. Voilà, donc ça peut, ça peut être difficile, ça peut faire peur, et ça je l'entends, je suis clairement passée par là, d'avoir l'impression de faire le saut dans l'inconnu, etc. Mais si vous avez l'occasion, si vous pensez qu'il y a une petite ouverture pour vivre de votre passion, et que vous avez juste peur, franchement, faut se donner les moyens, faut essayer de développer le truc à côté quand vous êtes encore avec la sécurité de l'emploi, jusqu'à ce qu'un jour vous allez vous dire, ah purée, mais là c'est le moment, là je peux y aller. Et là, je vous assure qu'il n'y a rien de mieux, franchement. C'est clair. Tu as entièrement raison, je suis entièrement d'accord, et je trouve que c'est parfait pour conclure ce podcast. Pour clôturer. Bon, en tout cas, Louise, merci beaucoup pour ce podcast qui était hyper intéressant, hyper enrichissant. Ça va être une tannée pour faire le montage, pour éviter que ça dure des heures et des heures, mais s'il faut que tant pis ça dure des heures. J'étais trop bavarde. Non, mais c'est hyper intéressant, et puis encore une fois, je pense que même les autres étaient intéressants, et puis c'est toujours des métiers. Je trouve que dans le monde du livre, contrairement à peut-être d'autres métiers, au final, je trouve qu'on ne voit que une surface de ce qu'est vraiment le métier, et en fait il y a beaucoup de choses en dessous qu'on ne connaît pas forcément, et que on découvre et qu'on apprend, et c'est aussi pour ça que je voulais faire ce podcast, c'est que c'est hyper intéressant de voir un petit peu les dessous de chacun de ces métiers qui font les métiers du livre, et qui sont des métiers magnifiques de culture et livresque, et je trouve ça chouette, et non, c'était hyper intéressant, hyper enrichissant. J'espère que ça en aura
aider d'autres aussi, et puis que j'espère aussi. On aura donné des petites informations. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite maintenant? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Dans tous les cas, tant qu'on voudra de moi sur les réseaux, je serai là, donc que ça continue le plus longtemps possible. Et peut-être développer encore plus le côté présentiel, comme ce que je te disais tout à l'heure. Vraiment, c'est la direction que j'aimerais prendre. Ton objectif. Exactement, des interventions dans des bibliothèques, médiathèques, écoles. Voilà, c'est vraiment une direction que j'aimerais prendre, mais sinon il n'y a pas grand chose de plus à souhaiter que les gens veuillent toujours de moi dans quelques mois ou années, quoi. Eh ben écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite alors. Merci beaucoup. Encore merci Louise, et puis merci à tous ceux qui nous ont écoutés ou regardés suivant sur quelle plateforme vous êtes. Et puis si jamais ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petites étoiles, des petits pouces, des petits commentaires. Ouais. Et puis à vous abonner à l'émission pour découvrir d'autres parcours. Il y a plein de choses intéressantes qui vont arriver, et puis on se retrouve dans un prochain podcast. Merci Louise. Avec plaisir, au revoir.